Arthur, tu veux bien monter ou oui, Alexis? on peut monter. On est en face d'une statue où il y a George Washington et c'est qui l'autre? Lafayette. Et Lafayette, donc le symbole des États-Unis. Et il se trouve que hier, il y a Trump qui a annoncé qu'il tirait une croix sur les accords de Paris pour le climat, qui était déjà pas suffisant, mais là, si les États-Unis se cassent, vraiment c'est dur. Quand on voit une décision comme Trump qui veut sortir de l'accord de climat, on est obligé de faire quelque chose. On ne peut pas laisser une décision comme ça impunie, on va dire. Même si ça va pas révolutionner, même si notre action ne va pas révolutionner, il faut montrer que la société civile agit, voilà. Donc c'est apporter mon tout petit grain de sable à l'édifice pour dénoncer les choses que peut-être beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Voilà, donc l'action de coup de poing, c'est pour montrer que c'est une décision vraiment inique. C'est une sorte de crime climatique qu'il a signé hier soir. On espère qu'en Europe, ça va se passer autrement et qu'avec Macron et Merkel, on sortira un peu de l'Europe austéritaire et récessif et qu'il y aura enfin des milliards pour le climat et pour la justice sociale. Déjà que c'était un traité dont on n'était pas satisfait, de toute façon, mais là de montrer une politique aussi radicale anti-environnement, on a tous eu le même choc et tous le même énervement. Je pense qu'on peut parler de colère, de toute façon, parce que c'est une décision qui nous concerne tous. Le réchauffement climatique, c'est déjà une réalité. Et là, avec la décision de Trump, c'est clair que peut-être qu'il faudra le porter tous les jours. Il faudrait dire à Donald qu'il est en train de péter complètement un fusil. Enfin, bon, c'est symbolique parce que de toute façon, on sait qu'il est complètement fou, mais il faut réagir parce que c'est absurde de faire ça. Un monsieur qui s'occupe que de ces milliards, il ne s'occupe pas de climat et des futures générations, tout simplement. Nino, tu peux venir me tenir à l'échelle? On est là pour réagir à la décision de Trump déjà et envoyer un message en détournant le message de Donald Trump qui était Make America Great Again. Nous on l'a détourné pour s'adresser directement au peuple, people, déjà le peuple des États-Unis, mais le peuple de manière plus globale en disant Make America Green Again. Et là ça va juste être encore 100 fois pire avec toutes les catastrophes qui vont suivre. Donc c'est juste insupportable. Et je pense que les actions vont se multiplier. Là, c'est une première petite action. Je pense que c'était une envie directe des militants. Mais dans les jours à venir, ça ne m'étonnerait pas que d'autres associations et les mêmes militants aussi continuent leurs actions pour lutter et pour exprimer leur mécontentement face à cette décision. Une cause qui touche toute la planète, qui nous touche nous directement, mais qui touche l'ensemble des gens, et y compris tous ceux qui n'ont pas les moyens, comme nous, de prendre la parole et de faire ces choses-là pour le dénoncer. C'est un effet domino, de toute façon, qui est déjà enclenché et que Trump a décidé d'accélérer, je pense. Il y a quand même eu quelques grandes entreprises qui n'étaient pas d'accord avec cette décision de Trump, parce que de toute façon, une entreprise qui réfléchit un petit peu doit se dire que continuer comme ça, c'est de toute façon scier la branche sur laquelle on est assis. Il y a le problème concret s'ils relancent les mines de charbon, le pétrole, etc. Voilà, de tout ce qui va repartir dans l'atmosphère. Et en plus, il y a le risque évidemment de contagion sur des États plus petits qui ont plus de difficultés, qui vont pouvoir se dire si les États-Unis s'en vont, c'est pas la peine que nous on continue à faire des efforts puisque eux n'en font pas alors qu'ils sont les deuxièmes pollueurs de la planète. Moi je pense surtout que ça peut influencer des multinationales et c'est surtout elles les cibles à mon avis aujourd'hui qui sont celles qui font tout pour bloquer les avancées, qui au prétexte de vouloir continuer à forer pour trouver du pétrole ou continuer à faire de la déforestation ou à faire des projets climatiques. C'est un crime écologique, c'est un crime humanitaire parce que quelles sont les conséquences de la dégradation du climat? Ce sont aussi des gens qui vont se retrouver dans des zones qui vont devenir des déserts. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce sont des flux migratoires de gens qui sont en crise. C'est aussi l'épuisement des ressources. Donc les ressources, on va aller les chercher. En Irak, ils ont adoré qu'on aille chercher des ressources là-bas. Il y a eu d'autres pays comme ça. C'est pas un petit problème, c'est un problème qui a des conséquences très graves, qui a des conséquences sociales, qui a des conséquences économiques, qui a des conséquences écologiques. Mais de toute façon, comme toutes ces problématiques sont liées, c'est juste une catastrophe et on doit juste accepter une décision
décision, je pense que c'est pas possible. On peut s'appuyer sur des États comme la Californie par exemple qui sont plutôt en avant. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même aux États-Unis, par exemple, le président de General Motors a pris ses distances par rapport à Trump. Donc c'est aussi un signal qui est effectivement intéressant. Enfin, ce signal-là peut être intéressant. Après, il faudra voir dans les faits comment ça va se passer. Et oui, ça fait plaisir de participer à exprimer la colère que je ressens tous les jours en écoutant la radio et celle que j'ai ressentie hier soir en voyant ce point de suspension, voilà, faire cette déclaration-là. On ne démotive pas et qu'on sera toujours là pour se mobiliser pour le climat et la justice sociale. C'est une petite pierre, c'est bien sûr symbolique. Ensuite, il va falloir se battre. Et de toute façon, on se bat déjà pour cette justice sociale et environnementale. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, merci à la librairie des Orgues de nous accueillir pour ce café citoyen qui a pour thème « Quelle société voulons-nous pour vivre ensemble ?» Alors pour affronter ce sujet, il y a Liane Brossat, élu du 18e arrondissement, candidat sur la 17e circonscription de Paris, dans laquelle nous nous trouvons. Il y a Edoui Plenel à ma droite, journaliste et écrivain engagé, donc qui est habitué à traiter cette actualité et les débats qui traversent la société. Lassana Batili, qui est avec nous, ancien lycéen du 19e arrondissement, et qui est connu pour son acte de bravoure le 9 janvier 2015. Je vais commencer peut-être par donner la parole à Lassana. À l'issue de ce qui s'est passé en janvier 2015, vous avez obtenu la nationalité française. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ce moment-là? Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui. Merci Serran. Il m'avait dit qu'il y aura ça aujourd'hui. Terme vivre ensemble, j'accepte toujours. Tout ce qui concerne vivre ensemble, moi je suis sur les terrains, parce que sans vivre ensemble, on ne peut rien faire. Maintenant, je suis français, je suis content et c'est un honneur d'être français pour moi aujourd'hui. Je suis toujours sur les combats, vivre ensemble contre le racisme, la haine, contre la société, pour qu'on nous tous puissions mieux vivre ensemble. C'est pour ça aujourd'hui je suis là, pour qu'on puisse partager ces moments ensemble. Je suis très heureuse d'être ici et très fière d'être avec des invités aussi prestigieux. Et puis très heureuse d'être aux côtés de Liane Brossat aussi. Je réfléchissais en venant en vélo, pour tout vous dire, au message essentiel peut-être qu'il fallait faire passer ce soir. Et je crois que le message le plus important, c'est de dire que sur les questions de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de lutte contre l'homophobie, contre la LGBT-phobie, de lutte contre le sexisme, sur tout ça, il n'y a aucune fatalité. Et qu'en réalité, si on veut agir, on peut agir, et ça très concrètement. Vous avez dû voir peut-être, je commence par le plus frais dans les esprits, mais la polémique autour des femmes qui seraient interdites à la place de la Chapelle. Eh bien, cette polémique, je vais vous dire la réalité. Oui, il y a du harcèlement de rue à la Chapelle, comme dans énormément de quartiers. En réalité, comme dans tous les quartiers. Le harcèlement de rue pour les femmes, c'est pas un quartier, c'est pas un milieu social, c'est pas une origine, c'est absolument pas ça. Il y a autant de harcèlement de rue place de la Chapelle qu'à l'Assemblée nationale. On va être très clair. Et ça, toutes les études le montrent. La réalité, c'est que Valérie Pécresse, avec la région Île-de-France, depuis qu'elle a été élue, elle a divisé par 2 les subventions à toutes aux associations qui s'occupaient de l'égalité femmes-hommes. Et qu'ensuite, elle vient nous expliquer que c'est grave le harcèlement de rue. Mais où vit-on? Que toutes les politiques publiques mises en place par la droite, par Emmanuel Macron, et y compris, malheureusement, par le dernier gouvernement, n'ont pas consisté à réduire ces inégalités. Et c'est la même chose en ce qui concerne les LGBT-phobies. Et c'est la même chose, malheureusement, en ce qui concerne aussi le racisme et l'antisémitisme. Ceux qui ont passé leur temps à dire l'islamophobie c'est grave et qui étaient au gouvernement. Mais ceux-là même, ils ont réduit toutes les subventions des associations des Tunisiens de France.
toutes les subventions des associations parisiennes qui ont, elles, œuvré à lutter contre le racisme, qui ont, elles, œuvré à faire œuvre de pédagogie sur la société, qui ont accueilli, y compris tous ceux qui venaient des révolutions arabes, rappelons-nous tout de même, eh bien tout cela ont vu leurs subventions entièrement diminuer et elles sont toutes à l'agonie, ces associations. Tout ça, ça n'est pas une fatalité. Il n'y a pas une fatalité qui nous amène vers le communautarisme. Il n'y a pas une fatalité qui nous amène vers le Front National ou vers le racisme. Il n'y a pas une fatalité qui nous amène vers le sexisme et vers le patriarcat. Tout ça, c'est entièrement faux. À toutes et tous, la réponse, elle est là sous vos yeux. Je n'aime pas qu'on dise comment vivre ensemble, parce que nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Et vivre ensemble, y compris dans une famille, parfois, ça se passe avec des problèmes, avec des soucis, avec des questions à résoudre. Mais il y a une façon de poser la question qui est déjà de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres. Nous vivons ensemble. Et vous avez la preuve sous les yeux. Elle s'appelle Lassana Bathily. Je voudrais vraiment le saluer du fond du cœur. Après les premiers attentats de la semaine, vous vous souvenez du 7, 8, 9 janvier, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, et puis après il y a eu ensuite les terrasses, il y a eu le Bataclan. Dans toute cette période-là, nous avons vu des politiques, des journalistes, des intellectuels basculer dans les haines et dans les peurs. Nous les avons vus perdre la raison, au point d'épouser l'agenda des forces xénophobes, racistes, la déchéance de nationalité, la stigmatisation de nos compatriotes musulmans. La façon de prendre ce mot musulman, islam, comme un mot qui serait un bloc, et de prendre prétexte des attentats pour en rendre responsables des personnes qui n'y sont pour rien et qui n'ont aucun lien avec ces jeunes égarés, perdus, au point d'épouser des idéologies totalitaires et de commettre les meurtres que l'on sait. Bien sûr qu'il y a des meurtriers, bien sûr qu'il y a des crimes, bien sûr que nous sommes une société ouverte et qu'il y en aura d'autres demain. Les jeunes aujourd'hui qui se vivent dans notre pays, hélas, à juste titre, discriminés, racisés, comme ils le disent, à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, le contrôle au faciès. Eh bien, pareil, ils veulent s'organiser, ils veulent faire leurs réunions entre eux parfois pour que leurs paroles percent. Comme, vous l'avez dit, les mouvements LGBT aussi, contre l'homophobie. Et vous voyez bien que la stigmatisation des minorités, je le disais pour les musulmans, ce sont des poupées gigognes. On prend un bouc émissaire principal, selon les époques. En Europe, ça a été très longtemps les Juifs, et cela existe toujours, un antisémitisme latent. Aujourd'hui, le bouc émissaire principal, c'est le musulman, diabolisé, globalisé, comme s'il n'y avait qu'une forme de musulman. On prend un bouc émissaire principal, on s'habitue à l'idée que l'on peut stigmatiser en barbarisant l'autre, en oubliant de parler à l'autre, de lui demander pourquoi il porte un foulard, pourquoi il pratique ou pas sa religion, quels sont ses problèmes, quelle sont sa vie. Au lieu de discuter avec l'autre, on le bouc émissarise, on le stigmatise, on le voit en bloc. Et du coup, on s'habitue. Et nul hasard si dans notre pays, en même temps qu'il y a eu cette banalisation de l'islamophobie, on a vu renaître, évidemment, des stigmatisations à l'égard des femmes. On a vu renaître, y compris dans des chaînes de télévision populaires, des comportements scandaleux vis-à-vis des homosexuels. Nous naissons libres et égaux en droit. La seule question, c'est comment, tous ensemble, faire en sorte de mieux encore vivre ensemble. Merci. Quelles sont les pistes qu'on se donne pour réussir à vivre ensemble dans de bonnes conditions? Toutes les études sociologiques montrent que nos quartiers qu'on qualifie souvent de ghettos sont en réalité beaucoup plus divers socialement que le 16e arrondissement ou Neuilly, qui eux sont des ghettos, mais alors totalement uniformes socialement. Et au lieu de voir dans la personne qui nous parle un frère, comme le disait Lassana, on y voit un ennemi, un danger potentiel parce qu'il est d'une certaine origine,
parce qu'il a une certaine orientation sexuelle, etc., etc., etc. Et comment on fait en sorte aujourd'hui, pour nous qui défendons une option progressiste, que cette idée-là, cette idée que nous sommes tous frères, elle triomphe de cette idée que nous sommes tous haineux. Face à ce discours de l'identité, face à ce discours raciste, face à tous ceux qui cherchent partout à instiller le venin de la division, il y a des anticorps puissants dans la société française. Et notamment dans ces quartiers populaires qui, précisément, savent ce que c'est que le vivre ensemble. Bonsoir, je suis Fatima, j'habite à la Goutte d'Or et je suis surtout une fervente, comment dire ça, supportrice de Yann, qui pour moi représente par excellence les quartiers populaires. Alors vous me posez la question dans quelle société nous voulons pour demain. Je pense qu'on reconnaît une société malade à deux corps de métier, l'école et le journalisme. Alors le journalisme, Monsieur Plenel, je pense que vos collègues vous manquent un peu de pédagogie. Et quand on entend des journalistes qui, je pense, ne comprennent même pas les mots qu'ils prononcent, comme djihadisme ou etc., Daesh, État islamique, on a un grand problème dans une société où tout passe par la télé, par YouTube. C'est déjà quelque chose qui pose problème. L'école, où les enseignants sont dépassés, pas formés, pas aidés par l'État, où là, c'est normalement là où les enfants se construisent, où là, nous avons nos citoyens de demain. C'est aussi un deuxième problème. Et alors le monde politique également, qui est toujours plein de bonne volonté, plein d'idéaux formidables, d'égalité, fraternité. Or, je suis désolée, dans l'ascension sociale dans le monde politique, zéro, que ce soit à gauche ou à droite. Et arrivé un moment, le vivre ensemble doit se retrouver aussi parmi ce monde-là. Je voulais dire aussi que dans nos quartiers populaires, justement, pourquoi nous réussissons à vivre ensemble, c'est qu'on sait que nous sommes sur le même bateau et qu'on va ensemble, que si on se plante tout ensemble, et on a la même volonté de réussite pour nos enfants. Voilà. Et puis Yann, qui sera notre député. Bonsoir à tous et à toutes, et à toutes et à tous. Donc ce soir, je suis ravie, en tous les cas, de voir un certain nombre de visages connus, d'autres moins connus. Donc d'abord, je suis contente de voir ici de la pluralité, des femmes, comme vous dites, qui portent pas le foulard, enfin le voile, d'autres qui n'en portent pas, et quand on est différent, eh bien, c'est une richesse. Les différences, ça peut être une richesse. Je suis désolée de parler du Parti Socialiste. Il a été le terreau des divisions. Il a été le terreau, il a cassé le Parti communiste pour permettre justement au Front National et diviser la droite. La droite, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie vraiment Yann Brossat. C'est le seul élu qui n'a pas eu peur de venir dans notre quartier. J'habite la Porte de la Chapelle. J'ai eu besoin de lui et il est venu donc à nos côtés pour se battre, à nos côtés, contre la fermeture de notre école évangile. Moi, je n'oublie pas quand même que les religions ont souvent un air sympathique, gentil, comme ça. Mais quand ils ont le pouvoir, on peut assister à des choses un peu dramatiques. Et je regrette beaucoup que la gauche ait oublié le serment de Vincennes, c'est-à-dire qu'on était quand même 16 millions à avoir demandé que tous les crédits publics aillent à l'école publique, et tout le monde, même les plus laïcs, ont complètement oublié ce serment-là. C'est un combat que je n'abandonne pas. Donc voilà, j'ai une petite nuance, je crois, sur comment on évalue les religions, y compris d'ailleurs le mot d'assimilation. Moi, je suis plus souple. Laissons ceux qui veulent s'intégrer, s'intégrer, ceux qui veulent s'assimiler, s'assimiler. Voilà. Moi aussi, je suis très intimidé et très honoré de parler devant vous, très honoré de parler devant la Sana, et parce qu'il a dit que pour lui c'était un honneur d'être français. Pour moi, c'est seulement une chance. Mais quand on a une chance, il faut la partager. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une autre chose qu'il faut dire. J'ai été particulièrement honteux que dans tous les débats qu'on a entendus depuis plusieurs années, dans ma région, là où il y a tant de morts, tant de gens qui sont venus du monde entier, de toutes les confessions, mourir pour que nous vivions libres, on rejette les migrants. On vote pour le Front National. C'est particulièrement choquant. Si on doit avoir une Assemblée nationale, mais s'il doit y avoir
un maximum de représentants qui viennent de toutes les communautés, c'est aussi à cause du passé, à cause du fait que nous devons tous, à tous ces gens qui sont venus se faire tuer pour que nous soyons libres. Cette ouverture, ce n'est pas un honneur, c'est une dette. C'est une dette que nous avons par rapport au passé. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. La gauche n'a jamais été dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est la pire situation électorale de toute notre histoire, non seulement sous la Ve République, mais peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi, pour ces législatives, le produit de divisions inutiles. Je l'ai écrit, je le maintiens. Quand on est globalement d'accord pour une refondation démocratique autour de la VIe République, globalement d'accord sur l'urgence sociale autour du combat contre la loi travail, globalement d'accord sur la transition écologique, globalement d'accord sur la refondation démocratique européenne, on se rassemble, on s'unit et on ne cultive pas ces querelles de petites différences où les derniers arrivés se croient propriétaires de la vraie croix de gauche en voulant faire table rase de 2 siècles d'histoire qui ont fait le pluralisme de toute la gauche avec tous ces ismes que nous prenons tous sans en rejeter aucun, communisme, socialisme, anarchisme, syndicalisme, conseillisme, trotskisme, tout ce que vous voulez. Et donc, je le redis, le sectarisme, la diabolisation de l'autre, c'est le poison. Les dominants, ceux qui ont le pouvoir, ils savent s'unir. Et c'est bien pour ça qu'ils ont recours à des Bonapartes. Un jeune Bonaparte, peut-être un caporal hier, un militaire, et aujourd'hui un énarque banquier. Et il est là pour tordre le bras de ces dominants qui ont des querelles, bien sûr, ils ont des intérêts différents, et à un moment, il est là pour leur dire « Je vous tords le bras parce qu'il faut sauver l'essentiel de nos intérêts. Ratisser à droite, ratisser à gauche, ratisser au centre, agiter tout cela, profiter de ce pouvoir présidentiel qui domine tout, imposer son agenda. Dans ce cas-là, le camp de l'émancipation ne peut pas s'offrir le luxe des divisions. Il fait le jeu de l'adversaire, il lui tend la main. C'est une histoire de riches, le sectarisme, de gens qui ne se préoccupent pas des luttes concrètes dont parlait, et vous lui avez rendu hommage, Yann Brossat tout à l'heure. Ils sont contents d'être en effet les propriétaires de la vérité programmatique. Comme si le programme, il était né en un an. Comme si en lisant Mediapart depuis 9 ans, il n'y avait pas de la VIe République, il n'y avait pas de la transition écologique, il n'y avait pas des luttes sociales. Je suis très en colère en tant qu'électeur de gauche, car je pense en effet qu'il était possible dans cette envie de renouveau, avec beaucoup d'accidents qui ont produit le résultat de ces élections, il était possible, paradoxalement, d'avoir aux législatives une dynamique dans la foulée des 19-6 du candidat Jean-Luc Mélenchon. Mais ça le requérait. Il n'avait pas à transformer une victoire collective en défaite personnelle. À partir du moment où il faisait ce score, il devait faire comme celui qui est son mentor, dit-il, François Mitterrand, il en était comptable. C'est lui qui était requis. Il n'avait pas à s'en prendre aux autres, il avait à aller vers les autres, à dire « ça me requiert, j'ai une obligation, j'ai ces 19-6 ». C'est terrible, à Grenoble, la municipalité et Europe Écologie, parti de gauche. Europe Écologie, parti de gauche. Faites contre un vieux PS et un vieux PC. Le maire Europe Écologie a soutenu Jean-Luc Mélenchon contre l'avis de son parti qui soutenait Benoît Hamon. Tous les candidats liés à la municipalité de Grenoble, qui est un laboratoire d'invention depuis tout le temps dans l'histoire de la gauche, ont un candidat France Insoumise en face. Dans un autre arrondissement de Paris, dans le 18e, Caroline Dehaas, qui a lancé la pétition sur la loi travail, qui a le soutien de tout le monde, jusqu'au NPA, aux amonistes, au NPA, en passant par le PC, par Europe Écologie, par le Front de Gauche, par Ensemble. Hop, on lui met un candidat France Insoumise.
La religion, ce n'est pas un problème de vivre ensemble. On peut tous vivre ensemble. Pour moi, la religion, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose de soi. Voilà, quelque chose de foi. Voilà, chrétiens, juifs, on est tous pareils. Quelques mots pour conclure, même si c'est toujours difficile de conclure. D'abord, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont intervenus dans ce débat, à la fois à la tribune et dans la salle, et je trouve que d'une certaine manière, la diversité des témoignages qu'on a entendus, les parcours aussi, de ceux qui ont parlé, témoignent du fait que nos quartiers, par leur diversité, représentent une richesse extraordinaire et qu'on ne dit pas suffisamment à quel point ces quartiers-là, ces quartiers du nord-est parisien, mais ça vaudrait aussi pour un certain nombre de quartiers de banlieue, sont une richesse extraordinaire. Ce qu'on entend depuis tout à l'heure témoigne de la beauté de ces quartiers populaires avec les parcours de gens qui parfois ont bravé des épreuves incroyables pour venir jusqu'ici et qui font que notre ville est une très très belle ville et une ville qui est aujourd'hui une ville forte et capable d'affronter des défis très importants. Je voulais quand même ne pas esquiver la question de la gauche qui a été posée tout à l'heure et la question des élections législatives. D'abord, moi aussi j'ai honte quand je vois l'état de la gauche aujourd'hui. Et ça vaut pour l'ensemble des circonscriptions de France, même si certaines s'en sont mieux tirées que nous, mais ça vaut notamment pour la nôtre à cheval entre le 18e et le 19e arrondissement, la Goutte d'Or, la Chapelle et cette partie du 19e. Et j'aurais souhaité évidemment qu'il en soit autrement. J'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon, comme beaucoup d'autres, je lui ai donné mon parrainage, on n'a pas économisé notre énergie pour mener sa campagne et je regrette qu'on en soit là aujourd'hui avec en gros 2 candidats au moins, enfin 2 à ma connaissance, qui en gros défendent le même programme. C'est absurde, c'est ridicule et c'est très largement regrettable. Et donc il va bien falloir qu'on se rassemble, il va bien falloir construire ce que pour Yahya Mirchahi, qui est un député sortant issu du Parti Socialiste et qui a quitté le Parti Socialiste, appelle une maison commune. Il va bien falloir la construire, cette maison commune. Si on a envie de gagner, si on a envie de faire en sorte que dans ce pays les choses changent réellement, il va nous falloir trouver le chemin du rassemblement. Et on le trouvera toujours du côté de ceux qui veulent le rassemblement, de ceux qui veulent la main tendue, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Merci à tous. Je pense que... Moi, ce qui m'a manqué dans le débat, c'est les nouvelles générations. C'est vrai, je pensais qu'on allait aller plus loin que ça. Parce que, non, parce que le vivre ensemble ne s'arrête pas à la religion. On a parlé trop de religion. Je trouvais que le thème, on n'a pas vraiment beaucoup parlé du thème, quelle société pour demain. Je trouve ça un peu dommage. Moi, j'étais dans un truc plus généraliste que personnel. Je trouve ça aussi dommage. Je suis venue pour Yann, mais bon, j'ai bien aimé la personne de Mediapart dont je ne connais pas le nom. Je souhaitais que ça dure plus longtemps aussi. Le débat formidable et puis la bonté de Yann Brossa, l'humanité de Yann Brossa, je crois qu'il n'y en a pas 2 comme lui. Là, des discours qui réunissent plutôt que diviser, ça fait toujours du bien. Quand Mme Calandra a donc accepté non seulement que la ville ne préempte pas, mais qu'elle autorise qu'il y ait un nouveau grand supermarché quand il y en a déjà un en face, sans solliciter qui que ce soit de la population, ni qui que ce soit du conseil d'arrondissement. Est-ce que les groupes de la majorité, ce qui est possible connaissant Mme Calandra, étaient totalement mis de côté et absolument pas informés? Je crois que cette bagarre peut être gagnée. Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est pas simplement d'être mobilisé ce matin, c'est indispensable. Et nous ne gagnerons que si les élus, à la fois dans l'arrondissement, au Conseil de Paris, peut-être même à l'Assemblée nationale et ailleurs, relayent ce combat. Bonjour à toutes et tous. Alors, c'est vrai que l'histoire, pour nous, elle commence en juin l'année dernière, quand nous découvrons, et là je tiens à le dire, nous avons déposé un amendement au plus, avant même que nous sachions ce qu'il allait devenir de ce bâtiment, nous avions déposé un amendement au plus pour demander à ce que la ville préempte ce bâtiment. Et c'est comme ça, au détour de cette délibération, que nous apprenons que c'est trop tard et que tout est déjà vendu et que tout avait été fait, non seulement sans tenir compte de l'avis citoyen, puisque la question n'avait pas été posée aux citoyens, mais sans tenir compte de l'avis du conseil d'arrondissement. Nous ne voulons pas de ce projet,
Pourquoi nous n'en voulons pas? Parce que faire un centre commercial ou un supermarché, ici en centre-ville, à quelques mètres seulement du centre-ville du 20e, ça veut dire condamner dans les 5 ans ou dans les 10 ans les commerces de la rue des Pyrénées et les commerces alentours simplement à la fermeture. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Parti communiste des militants communistes, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Et surtout, je voudrais féliciter l'association Carton Rouge et tous ces militants qui, depuis le mois de juin dernier, tous les samedis matins à partir de 11 h, sont à côté du métro Saint-Fargeau. Voilà, François, Claire, Franco, ils méritent bien vos applaudissements, Erika et tous les autres, Josette. Parce que c'est vraiment une bataille menée tous les samedis et c'est grâce à eux, grâce à elles et à eux qu'on est là aujourd'hui si nombreux. Donc on peut gagner dans le 20e, rassembler des batailles. Il faut que tous ensemble on se batte pour gagner celle-ci. À bientôt. Priorité au business, aux affaires, aux financiers, voilà, alors qu'il faut mettre les sous dans l'éducation, dans les services publics. Et là, vraiment symboliquement, c'est honteux ce qui se passe là. Le rectorat remplacé par des gros supermarchés qui se font des sous partout dans le monde. On en a marre de consommer dans des gros magasins, qu'on veut plutôt des espaces pour s'exprimer, pour aider, pour s'entraider entre nous, avoir des points de rencontre. Voilà qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Non aux centres commerciaux à Paris, oui aux petits commerces, à la convivialité, au lien social. C'est ça que nous voulons. On ne veut pas qu'on nous enlève ça comme dans toutes les campagnes désertiques aujourd'hui à cause des centres commerciaux. Eh bien, moi je suis contre l'installation de grandes surfaces. On a déjà Monoprix, on a plein de Carrefour Market, on a Franprix pas loin, etc. Ça suffit bien. Voilà, et c'est un problème de société. En fait, les mauvais projets, ils sont tous faits en cachette. Et ce projet, il a été fait en cachette. Il a été découvert parce que les élus écologistes du 20e ont fait un amendement au PLU pour dire que cette parcelle ne devait pas être commerciale. Et là, la maire a été obligée de dire que, bah si, en fait, elle avait déjà supervisé la vente de ce bâtiment. Donc on voit bien que si c'était un bon projet, elle l'aurait assumé. Donc je crois qu'il ne faut rien lâcher sur ce sujet-là. La mort de la vie de quartier, des petits commerces de proximité, des choses comme ça, un grand carrefour comme ça va tout abîmer. Vous voyez bien, on a des légumes, des fruits, on en avait un là-haut, on a des fleuristes, on a des petites, c'est clair. Petites librairies. Voilà. C'est clair. C'est la mort du petit commerce, l'ouverture du grand carrefour. C'est possible, oui, malheureusement. Oui. On est dans la surabondance matérielle qui est absolument d'ailleurs basée sur le gaspillage et le n'importe quoi. Et ce qui manque le plus, c'est justement le déficit existentiel, un déficit affectif, de vraie communication, de compréhension les uns avec les autres. Plus les personnes seront isolées et indépendantes les unes des autres, bien sûr, moins elles vont s'organiser collectivement pour s'opposer. Et effectivement, ça permet à ceux qui s'organisent comme les multinationales d'avancer. On va y arriver. Bah là, il fait beau quand même, donc ça c'est pas mal. Nous, on habite juste dans la rue de l'ancien rectorat et on est venu dire qu'on était contre le carrefour car le quartier est déjà saturé de supérettes et on préférerait pour le quartier des choses, par exemple pour les enfants, dont on manque cruellement, des garderies, des crèches ou des choses un petit peu plus culturelles qu'un carrefour. C'était là aussi le message. Moi, j'ai été conseillère de quartier pendant 10 ans. Je suis animatrice, médiatrice dans un centre social du 20e. Et pour les habitants, on a revendiqué depuis des années une salle des fêtes interculturelle. Ça devait être le Carré Baudouin, on ne l'a pas eu, parce que c'était un site protégé. Donc bon, on a besoin d'espace pour les éducateurs de prévention, on a besoin d'espace pour les animateurs, animatrices. On a beaucoup de jeunesse sur le quartier qui est dans la rue.
On a besoin voilà, d'espace et de postes créés. Il faut redevenir propriétaire de cette ville, des choix qu'on fait. Et quand on a un enjeu pareil, c'est-à-dire une surface aussi énorme, il ne faut pas la laisser partir dans les mains du marché. Bon, heureusement, la mobilisation, elle est là. Hein. C'est vrai que c'est la rue toujours depuis le début des luttes, qui a marqué, l'affrontement, le rapport de force. On est là, on continue. Là on est à la place de la République et puis on va pas tarder à partir en manifestation pour rendre hommage à Clément Méric qui a été assassiné par des skins et aussi rendre hommage à tous ceux qui sont tombés contre l'extrême droite. L'enquête est désormais terminée. La juge d'instruction a renvoyé les 4 mis en examen devant la cour d'assises de Paris, notamment pour coup mortel en réunion et avec armes, pour Samuel Dufour et Esteban Morillo. Ils ont fait appel de cette décision, sûrement parce qu'ils contestent avoir utilisé un point américain sur Clément. La cour d'appel doit donc statuer sur cet appel et soit confirmer la qualification initiale, soit en retenir une autre. Il est important pour nous qu'il soit reconnu que ce sont les néo-nazis qui sont les agresseurs, qu'ils ont agressé pour des motifs politiques et que Clément n'est pas responsable de sa propre mort. Se porter partie civile est une stratégie politique de porter devant la justice les crimes fascistes et racistes pour combattre l'impunité de ceux qui les commettent. Si on lance une campagne politique autour de ce procès, ce n'est pas uniquement pour recueillir du soutien, même si on en a besoin, mais c'est aussi pour ouvrir, pour créer des espaces de discussion, de débat, de lutte antifasciste et antiraciste. Cela est plus que jamais d'actualité et plus que jamais nécessaire quand on voit les scores électoraux du FN, la libération de la parole fasciste, la multiplication des agressions racistes, sexistes, homophobes, comme ces dernières semaines à Nantes, Marseille, Strasbourg. Quand on apprend qu'un camarade lillois, Hervé, retrouvé noyé dans la Deule, y a été jeté par des néo-nazis. Quand la gauche républicaine reprend les discours de l'extrême droite radicale pour stigmatiser et interdire des initiatives féministes et antiracistes, comme l'a fait Hidalgo avec le festival afroféministe organisé par le collectif Moissy. Et cela même alors que des militants identitaires organisent un camp réservé au plan de bonne éducation, sans que cela suscite chez les antiracistes républicains la même levée de boucliers. C'est contre tout cela que nous souhaitons aujourd'hui renforcer la dynamique des luttes. Antifascisme, antiracisme, antisexisme, antispécisme, lutte contre toute forme d'oppression afin de vivre dans une société plus juste, voilà ce pourquoi Clément vivait. Se souvenir, c'est lutter, et c'est le meilleur hommage que nous puissions lui rendre. Clément vivra, toujours dans nos combats. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, le souvenir de Clément nous pousse, nous oblige, nous donne la force de continuer. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, l'extrême droite est un danger mortel, et ce sont nos luttes qui la détruiront. On a demandé à ce que cette manifestation soit une manifestation d'hommage. Pour nous, il est important qu'elle se tienne jusqu'au bout, dans le calme, dignement, pour rendre hommage. Ce qui n'empêche nullement d'être déterminé, mais pour rendre hommage, de façon à ce que ce soit le plus inclusif possible, pour que tout le monde, chacun et chacune, puisse aller jusqu'au bout de cette manifestation. Merci. La lutte contre le fascisme et l'extrême droite, c'est une lutte de tous les jours et je suis ici pour la commémoration, comme tu l'as entendu, de l'assassinat il y a 4 ans de Clément Méric. Alors c'est le week-end avant le jour anniversaire de la mort de Clément Méric du 5 juin 2013. L'extrême droite est plus forte que jamais. En 2017, elle a obtenu presque 11 millions de voix dans une certaine élection présidentielle. Donc l'extrême droite n'est pas morte. Les groupes violents fascistes continuent aussi. Certains ont été interdits d'ailleurs en 2013, mais continuent. Par exemple, Alexandre Gabriac de Jeunesse Nationaliste et Yvan Benedetti de l'œuvre française ont vu leur groupe interdit, mais ils continuent.
Ils utilisent le nom de Jeunes Nations sur Internet. Et donc même les groupes extra-parlementaires violents fascistes n'ont pas disparu. Et donc il est important de se battre contre cette menace. Bien sûr, on est dans un pays qui a eu un certain pourcentage pour l'extrême droite. C'est quand même très inquiétant, donc c'est normal qu'on soit là pour manifester contre ça là et pour les victimes des violences fascistes. Oui, Clément était un camarade, oui, Clément était un camarade, oui, Clément était un camarade. Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qu'il a la vie à s'asseoir pour qu'il s'enivre, c'est vivre, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Tout le monde a l'accordéon. Quand parfois il lui massacre des petits boutons de nacre, il en prend sa tombation. Donc là on est sur le marché de la place de la Réunion, enfin c'est la fin du marché et on a organisé dans le cadre de la campagne de Antoinette Gull pour les législatives, on a organisé un grand banquet qui est fait à partir d'invendus alimentaires. Donc la nourriture en bon état qui était destinée à être jetée, qu'on a récupérée et qu'on a cuisiné. Donc on a fait un couscous et légumes et qu'on propose aux passants. À partir de gaspillage alimentaire, on peut faire de très bons repas que l'on peut partager et que finalement ça ne coûte du coup pas très cher. C'est bon, c'est frais et tout, c'est bon. Du couscous aux légumes, très bon, très apprécié. La politique se fait presque par internet aujourd'hui. Et à la limite sans connaître les programmes, sans connaître les gens. Et le fait que de garder cette tradition d'être avec les gens, d'être en lien, je trouve c'est... Enfin, en tout cas, je défends cette façon de faire la politique. Parce que... Mâcher, mâcher, qu'on passe les papiers monnaie. Celui qui touche papier du mouche est moitié fou. C'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas dans des papiers monnaie. Je vois que la dame, elle est gentille, elle parle avec tout le monde. De savoir qu'on est à l'écoute et puis il y a des gens qui nous aident. Et puis voilà. Que les gens ont besoin d'une certaine forme de proximité, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, enfin. Et particulièrement en politique et avec les hommes et les femmes politiques. Ça rassemble et... ça permet de rencontrer des gens qui ont le même intérêt que nous. Ouais, je pense que c'est important de lutter contre l'isolement, la peur de l'autre, forcément, parce que aujourd'hui, la différence on a peur de notre voisin de palier qu'on ne connaît pas. Je vois qu'il y a un parti écologique qui fait plaisir à tout le monde, qui se comporte comme un parti au-dessus de la mêlée, qui est particulièrement sympathique et qui prend en compte les vrais problèmes de la vie. Allez mesdames et messieurs, approchez-vous. Mesdames et messieurs, habitants du 20e arrondissement, le service presque municipal des crieuses vous propose un concept simple. Des cris, je crie, vos messages, nos cordes vocales. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore les crieuses publiques, c'est très simple. Si vous avez des choses à dire, il vous suffit de les écrire. Et nous allons les crier. Et qu'est-ce que nous crions, ma chère Capucine? Eh bien, nous crions les petites annonces. Les mots d'amour. Les coups de gueule. Les demandes en mariage. Les demandes de divorce. Les offres d'emploi. Et puis les avis de décès. À votre disposition, mesdames et messieurs. Ah non, attendez, petite précision, les messages d'amour sont gratuits. Parce que... Papier, crayon, je suis à disposition. Papier, crayon, vous écrivez et nous le crions. En toilette, écrivez-nous donc un petit mot. Allez, la chambre, on la récupère après, tout va bien. Depuis 1823, de mère en fille, nous transmettons la tradition de la voix. Nous sommes la seule, unique famille de crieuses publiques. Attention! Wouh! Wouh! Wouh!
la proximité, c'est l'essentiel. Nourrir, c'est aimer. Il faut que les gens se rencontrent, qu'ils ne restent pas seuls. Voilà. Je trouve que c'est un moment très convivial à partager, qu'on n'aurait pas spontanément et que c'est très bien organisé, qu'on rencontre des gens très sympathiques. Donc voilà, c'est super. Un câlin. Ah mais mon petit chéri, j'arrive. Que celui qui travaille pour le MEDEF lève le doigt. Ouais, il y en a ici. Le message suivant. Non mais c'est gênant, hein, c'est... Le clitoris n'est pas un joystick. Et voilà. Fin de la dernière criée. C'est des petits bonheurs du quotidien. Hein, ça fait plaisir d'avoir des gens qui se rassemblent avec de la solidarité, toutes les générations surtout. Même en faisant de la politique, on peut rester convivial et au niveau de tout le monde, on est tous égaux et on partage tous les mêmes désirs de bienveillance et de convivialité. C'est mieux de se voir en vrai, on peut se toucher. Pour la fermeture des abattoirs, voilà, qui réunit à peu près 2000 personnes qui marchent contre le spécisme. On est place de la République pour la marche contre les abattoirs. Quand on n'absorbe plus la mort, notre âme est plus légère. C'est être en accord avec mes principes, en accord avec moi-même, en accord avec le monde. Déjà, la souffrance animale, elle est déjà gratuite, elle est inutile pour notre corps. Voire même nocive pour notre corps. J'avais réfléchi par rapport à ma santé et en fait en me renseignant de plus en plus et je me suis rendu compte qu'il fallait au départ limiter la viande et en fait finalement je me suis renseignée aussi sur les conditions animales et en fait je suis devenue végane par conviction, à la fois pour les animaux, pour l'environnement et ensuite pour ma santé. Là avant je faisais moins attention à ce que je mangeais, maintenant je fais beaucoup plus attention, je fais plus de sport, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux dans ma peau, j'ai découvert énormément de choses, j'ai rencontré plein de personnes véganes qui sont très ouvertes d'esprit tout, donc forcément ça va dans le mieux. Fermons les abattoirs. Fermons les abattoirs. Un monde meilleur. Fermons les abattoirs. On voit bien que la cause animale c'est un sujet un peu tabou, c'est un sujet très touchy quoi, parce qu'on sait que ça touche à notre mode de vie. En plus philosophiquement, sociologiquement, la viande c'est un symbole de richesse, c'est un symbole de santé. Ce qui est faux, hein, la viande rouge c'est une catastrophe. Hein. On a compris que déjà les vieux laïus sur les bienfaits de la viande c'est fini. Et puis la prise de conscience morale, elle est là. La terre est assez grande pour nourrir et subvenir aux besoins de tout le monde de manière juste, mais elle ne sera jamais assez grande pour nourrir les quelques personnes qui n'en auront jamais assez. Au début, j'avais une amie qui était végétarienne, ça m'a aidé. J'avais un peu de mal à assumer. Et après, maintenant, c'est pire, c'est moi qui fais de la propagande depuis qu'amène les gens à être végétariens, végétaliens. D'un tout petit patelin dans le Limousin. Donc forcément, voilà, la nourriture, c'est la viande, etc. Ma grand-mère, elle a ses moutons qu'elle élève, qu'elle mange. Mais depuis que je suis devenue végane, tout le monde dans la famille, quand je viens, ils cuisinent végane pour moi. Ma grand-mère, elle a découvert le lait de soja, donc elle achète plus de lait de vache. Voilà, ça vraiment, c'était très positif pour tout le monde. Et avec le temps, en fait, ils se rendent compte que je vais très bien, donc tout se passe très bien et voilà. C'est pas de convaincre, mais je suis là, je réponds toujours aux questions quand on m'en pose. Et les gens s'intéressent énormément, ils me posent beaucoup de questions. Donc j'ai une attitude assez positive par rapport à ça. Je vais pas aller leur dire « Oh là là, mais t'as vu ce que tu manges, je veux pas manger à côté de toi parce que t'as de la viande dans ton assiette. » À partir du moment où tu ouvres les yeux et tu te rends compte de vraiment ce qui se passe, tu n'as aucun choix d'être végane. C'est même pas un choix, c'est une obligation. Je me suis posé une seule question, je me suis dit est-ce que mon appétit gustatif est plus important que la vie des animaux et que leur exploitation? Et voilà, ça m'a suffi. Ça m'a amené à réfléchir à plus à ce que je faisais, pas simplement prendre tout ce qui était fait avant pour acquis.
je réfléchis, ça a un sens critique. Et puis après, c'est aussi penser aux autres, pas seulement aux animaux, mais aussi aux autres humains de manière générale. Ils ne se rendent pas compte qu'on est exactement, comme je disais, la même cause que la domination des hommes sur les femmes, la domination à l'époque du colonialisme et toujours aujourd'hui, mais bon, les blancs sur les noirs, c'est les mêmes luttes. Aussi, le véganisme, généralement, c'est à la croisée donc, du spécisme, donc de l'antispécisme, de l'antisexisme, de l'antiracisme. Donc c'est toute cette optique-là, en fait, c'est un ensemble de valeurs. Oui, et finalement, c'est un autre mode de vie, notre manière de penser la société. Et finalement, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même depuis que j'ai arrêté. Surtout que rien que le fait d'être végane, des fois, les gens se sentent culpabilisés par le fait même de rencontrer quelqu'un de végane, parce que ça les oblige à réfléchir à leur propre consommation, à leur propre façon de vivre, et du coup, il y a encore quand même parfois des tensions. Les gens se disent « Oh là là, mais moi je peux pas, j'aime trop la viande, j'aime trop le fromage. J'étais une viandarde, hein, j'adorais la viande, j'adorais le fromage, et ben ça m'a jamais manqué. » Disons, tous les animaux sont au même niveau et les humains également. Pour moi, une vie, c'est une vie. Il n'y a pas une vie qui a plus de valeur qu'une autre. Je crois qu'il y a une très nette évolution et assez rapide qui a commencé justement, je pense, avec la très grande médiatisation des images en caméra cachée dans les abattoirs de L214. Et je vois d'ailleurs l'évolution depuis que je suis devenue végane aussi. Il y a de plus en plus de magasins, il y a de plus en plus d'intérêt pour la cause. Grâce à la médiatisation de ce qui se passe dans les abattoirs et de ce genre d'événements, quand on tracte, il y a quand même, je trouve, une meilleure réception. Ça, c'est un mode de vie, un mode de pensée, donc il faut du temps pour que ça change. C'est ça, on va dans la mauvaise direction en fait. De plus en plus de consommation de viande, alors qu'il y a 70 ans, 100 ans, on n'en mangeait qu'une fois par semaine. Complètement, ça sert à rien de nos jours, on le sait, alors pourquoi on continue? On sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas plus de contrôle, qu'ils se contrôlent eux-mêmes, et donc du coup, concrètement, ça n'a pas changé grand-chose aux conditions des animaux. Fini la boucherie, les animaux tiennent à la vie. Fini les abattoirs, fini la boucherie, les animaux tiennent à la vie. Fini les abattoirs, plus de torture, plus de souffrance. On veut plus de meurtre. Non, on veut plus de meurtre. Plus de torture, plus de souffrance. Non, on veut plus de meurtre. Plus de torture, plus de souffrance. Regardez, des jours comme ça, regardez la tour. Je suis votre candidate pour le deuxième tour. Faut pas laisser le plein pouvoir à Macron. Compte sur vous pour le deuxième tour. Vous êtes très gentil. Merci, comptez sur vous. C'est le seul discours intelligent et qui me semble fiable, quoi. C'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup prononcer et qui me semble très important. Je suis votre candidate pour le deuxième tour. C'est moi, Daniel Simonet. Voilà, c'est moi. Il ne faut pas laisser tous les pouvoirs à Macron. Hein. À l'Assemblée nationale, on a besoin de diversité. Je compte sur vous, je suis votre candidate pour le deuxième tour. Et amen, hein, Capas. Je lui souhaite. Parce qu'elle mérite, elle est méritante. En vérité, elle est méritante. Elle vient faire les bisous à tout le monde. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Elle n'attend pas les élections pour pas aller aux marches. Je suis votre candidate pour les législatives. On n'est que 2 en liste au deuxième tour. Oui, mais moi je suis pour... la 15e voilà, Mehdi Kemoun. Très bien, Mehdi Kemoun. Bah oui, il était en deuxième. C'est plus proche de l'humain, quoi. On reste près de l'humain, des gens. On va voter dimanche, hein. De toute façon, comme je suis un homme de gauche et que vous êtes les 6 représentants de gauche qui sont encore en activité à l'heure actuelle, je vais donc voter pour vous. Merci monsieur. Je vous en prie. Ah bonjour. Alors, comment ça va? 3 points, t'as pris 3 points. On va se battre, on va se battre. On peut ne voter que Daniel. Parce qu'au moins c'est une représentante de gauche. Oui. Ça c'est la vraie gauche. Et elle pense aux ouvriers et elle pense aux gens de marché. Comment ça va?
Ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, est-ce qu'on se fait un débat contradictoire? Malheureusement, j'ai décliné. Pourquoi vous voulez pas un débat contradictoire? Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais c'est vraiment dommage. J'ai peur de rien. Vous êtes un peu dans une logique d'obstruction, d'opposition. Moi, j'ai mes propositions. À la case du Code du travail, je ferai tout pour que ça n'ait pas lieu. Je sais Là, bien. oui, je suis en total désaccord. Après, je porterai, par exemple, l'idéal de la 6e République. Eh bien, sur l'école, je suis pour, par exemple, évidemment, la réduction des effectifs dans les classes. On va se retrouver là-dessus. Une vraie société démocratique, elle doit permettre la confrontation. On sera là dimanche. Oui, on sera là dimanche. Ouais, on sera là dimanche. On est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise. Bravo. Tiens, Georges Paul-Langevin, oui, c'est une députée qui connaît son territoire, qui connaît ses habitants, qui connaît donc quels sont les problèmes et quelles sont aussi les ressources de ce territoire. Et je pense que cette connaissance intime des gens, c'est absolument irremplaçable, surtout comme elle, on a des valeurs et qu'on applique ces valeurs. Associatif de l'arrondissement, on est avec elle parce que tout simplement elle est très très proche de la jeunesse et habituellement sans faire de pub. Elle est simplement là, elle et puis son équipe. En tant que députée, même quand elle a été ministre, elle était toujours proche de cette jeunesse des quartiers populaires en fait du quartier du 20e, et pour ce fait il est on trouve nécessaire et voire important, pour éviter de dire fondamental, de toujours être à ses côtés et puis de la soutenir. C'est une femme qui a toujours défendu les valeurs des droits de l'homme qui sont complètement chères à mon cœur et qui à mon avis sont particulièrement nécessaires pour que nous vivions bien ensemble dans le 20e. C'est une femme de terrain, elle est agréable et puis elle a des valeurs fidèles, elle est fidèle à ses valeurs. On la voit tous les week-ends sur les marchés, elle se déplace dans le quartier, dans l'arrondissement, du coup on la croise même quand on s'y attend pas, et du coup c'est un plaisir de militer et faire plus que du militantisme avec elle aussi. Et donc mes chers amis, ce 18 juin, dites à tous vos amis de prendre le bulletin Georges Paul-Langevin, de le mettre dans l'enveloppe et de le mettre dans l'urne, parce que c'est l'avenir de nos gamins qui se joue là. Le 18 juin. Et je suis certain qu'on fêtera une victoire qui sera belle et qui sera porteuse de sens pour la solidarité que l'on a entre nous ici dans le 20e. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Georges de m'avoir invité à venir témoigner ce soir. Je pense que quand on regarde cette salle, on se rend compte qu'une de tes principales qualités, et une qualité fondamentale par les temps qui courent, c'est de savoir nous rassembler. Tu sais nous rassembler autour des valeurs qui nous sont communes. Je sais aussi que ta présence constante auprès des habitants du 20e, auprès de tous les gens qui se posent des questions, auprès des gens qui ont des difficultés, auprès des gens qui cherchent des réponses, quelquefois de façon un peu maladroite, quelquefois de façon un petit peu agressive, elle a été constante pendant cette mandature. Ta campagne, elle a été absolument exemplaire, parce que tu n'as jamais perdu de vue que le territoire, les habitants, leurs associations, c'était avec ça que tu allais pouvoir faire ce rassemblement qui se voit ce soir. Merci beaucoup Georges pour ce courage tranquille, ce courage discret, ce courage constant je souhaite au nom de tous les gens qui ne sont pas au Parti Socialiste, je souhaite que tu sois élu le 18 juin. Voilà. Georges a toujours soutenu les textes de loi qui défendaient les droits des femmes, que ce soit le libre accès à la contraception ou à l'avortement, contre les violences faites aux femmes et contre le système de la prostitution. Et je n'imagine pas Georges ne pas être ferme sur ce point-là. Voilà Georges, ce soir mon message. Je compte sur toi pour faire en sorte que les lois de notre République laïque continuent à être supérieures aux lois politico-religieuses et pour qu'elles s'appliquent à tous les individus. Je compte sur toi pour continuer au Parlement à soutenir les lois qui renforcent l'égalité entre les femmes et les hommes, car c'est une question de démocratie, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pourquoi ce soir, je t'apporte tout mon soutien,
de militantes féministes et laïques. On est ravis de voir cette salle qui est remplie ce soir. Nous, c'est par notre mobilisation, c'est par notre présence sur le terrain, encore demain, le dernier jour de la campagne, par votre action à vous, auprès de vos proches, auprès de votre famille, auprès de votre voisin, qu'on garantira la victoire de Georges dimanche soir. C'est un enjeu fondamental et je vous remercie et je sais que je peux compter et que nous pourrons compter tous sur vous pour aller au bout de la victoire. Merci Thomas. Merci à vous tous d'être là. Et je tiens d'abord à vous dire comment je suis heureuse et émue, non seulement d'être là, mais de voir que vous vous êtes déplacés pour soutenir cette candidature et que vous êtes si nombreux ici ce soir. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude à tous les militants qui, depuis des mois, se battent pour que nous soyons présents dans l'arrondissement, pour que nous puissions mener la lutte qui s'impose afin que cette candidature soit quelque chose de réussi. Par exemple, ceux qui ont chapeauté tout ça, comme Amidou, notamment Naël, Samuel, Yes, il faut les applaudir, ils sont formidables. Je salue aussi mon concurrent du premier tour, militant de la France qui ose, qui ce soir nous a rejoints et qui nous apporte son soutien. Le fait qu'En Marche ait décidé d'apporter son soutien à ma candidature est quelque chose que j'apprécie profondément, car je sais que pour eux, soutenir un socialiste n'était pas forcément quelque chose d'évident. Donc merci à vous d'être là. Alors on nous a beaucoup parlé de la loi travail, et c'est vrai que dans le débat autour de la loi travail, nous allons faire en sorte que la défense de notre modèle social soit assurée. Mais nous devons aussi le dire, nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que le travail a changé et qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme on travaillait au XIXe siècle. Par conséquent, nous avons l'obligation de réfléchir à comment nous devons adapter notre modèle pour qu'il prenne en compte les réalités du XXIe siècle. Ce n'est pas une réflexion facile, mais je pense qu'à un moment où nous avons dans notre pays tant de gens qui ne rentrent jamais en emploi, notamment tous les jeunes dans nos quartiers, on voit bien les difficultés qu'ils ont à trouver un emploi. Où nous avons tant de personnes expérimentées qui sont sorties du monde du travail à partir de 50 ans, où nous avons tellement de précaires, eh bien je pense que nous devons nous interroger sur les solutions que nous avons à apporter au moment de la numérisation, au moment de la mondialisation, pour que la grande majorité de nos concitoyens puissent être en phase avec ces réalités du XXIe siècle. Et si d'autres projets me semblent plus problématiques à cet égard, eh bien, je vais peser pour essayer de faire en sorte que la politique menée aille davantage dans le sens des idéaux que je porte. Et de faire en sorte que, finalement, comme le président est centriste, eh bien que nous essayons de le tirer un peu plus vers les valeurs de gauche que nous défendons. Il faudra qu'à l'Assemblée nationale, on se batte pour que le budget de la culture demeure suffisant et surtout pour que nous prenions les mesures nécessaires pour que la culture ne soit pas seulement un supplément d'âme, si je peux dire, mais que ce soit un bien commun à tout le monde et quelque chose d'essentiel dans la vie de nos quartiers. Et à faire en sorte que tous ceux qui exercent ces métiers artistiques sentent la passion sentent que la passion qu'ils y amènent est respectée par nous et est encouragée par nous. Nous sommes un arrondissement jeune, nous sommes un arrondissement où il y a beaucoup de jeunes en difficulté et par conséquent il faut qu'on ait les moyens de répondre, les moyens en termes de force de police, les moyens en termes d'association, les moyens en termes de clubs de prévention. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, nous ne pourrons pas parvenir à maintenir cette sérénité et cette sécurité dont nos citoyens ont besoin et qui pour eux est quelque chose d'essentiel. Je pense que nous avons le devoir que notre arrondissement demeure exemplaire en termes de diversité, en termes de lutte contre le racisme et contre toutes les exclusions et contre le fascisme. Je crois que s'il y a dans ceux qui se présentent à vos suffrages des personnes qui sont douteuses ou qui n'ont pas chevillé au corps la volonté de lutter
contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre le révisionnisme, je dis que ces gens-là n'ont pas leur place dans le 20e, qu'il y a une terre de résistants, qu'il y a une terre d'antiracistes, et que par conséquent, il faut leur barrer la route. Ne laissons pas le révisionnisme, la haine, prendre pied dans notre arrondissement. Parce que nous vivons bien comme ça, continuons, chers amis. Donc nous avons l'espoir de l'emporter dimanche. Aidez-nous, battons-nous, et j'espère qu'ensemble nous y arriverons. Déjà, nous sommes totalement mobilisés pour faire en sorte que d'ici dimanche, on sauve un maximum de députés socialistes, j'espère sur Paris et sur la région parisienne. Ensuite, c'est vrai, il faudra qu'on se reparle pour voir comment faire pour un petit peu recoller les morceaux. Moi qui ai passé tant d'années à bâtir ce parti, à essayer de faire en sorte qu'il ait des succès, je suis triste de voir que trop souvent on se divise et que les égos l'emportent sur l'intérêt général. J'espère qu'après on fera le bilan de toute la période, qu'on se demandera pourquoi on s'est divisé de cette manière et qu'on parviendra à passer les compromis indispensables pour que ce Parti socialiste revienne. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de voir qu'est-ce que c'est pour nous un Parti socialiste du 21e siècle, un Parti socialiste moderne, mais une gauche sereine. Moi, je n'aspire pas à une gauche qui soit une gauche qui insulte les gens, une gauche qui développe une violence entre les gens. Je souhaite que la gauche, au contraire, soit sereine et apaisée. Le PS, depuis déjà des années, était devenu en fait une mafia légale, où un certain nombre de parrains avaient mis le parti en coupe réglée. Et quand vous avez des parrains qui ne règnent pas par le charisme ou par la connaissance ou par la formation, mais par un certain nombre de fidélités plus ou moins économiques, plus ou moins affairistes ou gangstériques, ou proto-gangstériques, ben, au moindre coup de Trafalgar, ça s'écroule. C'est ce qui est arrivé. Ça va demander une grande introspection, probablement un retrait de une ou deux générations politiques et le solde de certains comptes, donc une remise complètement en question des fondamentaux du Parti socialiste. Le Parti socialiste n'est pas mort au sens où on aura toujours besoin d'une gauche jaurétienne, je dirais, progressiste, quoi, d'une gauche qui ne soit pas révolutionnaire. Je suis optimiste, moi, parce que je pense que, d'abord, il faut quand même être honnête, la social-démocratie a atteint ses objectifs. Donc il faut refonder la social-démocratie pour le 21e siècle. Et je pense que nous y parviendrons. Je ne sais pas ce que va être le PS après, mais en tout cas, c'était bien que Georges soit là, soit encore sur le terrain. Et en fait, si Georges est sorti en tête dans le 20e, c'est parce qu'il a toujours été sur le terrain. Donc forcément, même avec pléthore de candidatures, la population a voté pour elle. Pour l'instant, c'est la Bérésina, donc on essaie d'organiser déjà la déroute pour que les forces soient préservées. Maintenant, est-ce qu'il y aura la transformation qu'on attend tous ? Ça va dépendre de nous à la base et puis de toutes les strates après. Quand on est en période de difficulté, ceux qui restent sont les meilleurs. Et quand on doit tout reconstruire, parce qu'il va falloir tout reconstruire, c'est ceux et celles qui ont le plus de conviction qui sont au rendez-vous. C'est vrai qu'il faut qu'ils se ressourcent, qu'ils se changent. Et le PS doit absolument complètement se refondre, se refonder dans quelque chose de plus vaste. Ça c'est sûr, on a tout à reconstruire. Mais nos idées, elles ne sont pas mortes. C'est par la grève reconductible, qu'on pourra essayer et réussir de mettre à bas ces ordonnances de cette loi travail XXL ou loi travail numéro 2. Merci. Merci Eric. On sait aujourd'hui que Macron et toute sa clique sont les dignes représentants d'un capitalisme qui laisse dans ses décombres des millions de précaires de pauvres, des millions d'individus qui souffrent. Le monde décent, qu'il soit sans papier, qu'il soit sans logis, qu'il soit sans travail, doit se relier
dans la durée, avec le monde syndical, avec ceux qui souffrent dans leur boulot et qui n'en peuvent plus de subir les avanies du patronat, et que ce front de résistance échappe aux batailles de pouvoir, aux batailles de boutique, mais soit unis dans la durée, et c'est comme ça que nous gagnerons. Rien n'est perdu, il n'y a pas de fatalité. Toujours la paix, Samara. On est au rassemblement du Front Social, place de la Concorde, juste à côté de l'Assemblée nationale, où on vient d'avoir les résultats des législatives. On sait qu'il y a une majorité pour En Marche, mais quand on voit le taux de participation, je pense qu'on voit que l'écart est relativement conséquent. Et donc nous, on est là pour expliquer qu'on veut pas de négociation, pas de concertation avec un gouvernement des patrons qui de toute façon nous prépare une loi travail puissance 10. Et on est là pour se mobiliser et dire qu'on sera là pendant les 5 années qui suivent. Aujourd'hui, on est là pour dire un certain nombre de choses. Déjà que le fait que Macron ait une majorité écrasante, ça n'empêche pas qu'on se mobilise dans la rue. Le Parlement est largement délégitimé. Il y a 57,4% d'abstention hier, dimanche 18 juin, plus 9,9% de vote blanc et nul. Ça veut dire que la légitimité n'est pas au rendez-vous. On n'a jamais rien réussi à changer par les élections. Et c'est à chaque fois qu'il y a des grosses mobilisations dans la rue que le pouvoir a peur et nous donne des miettes à chaque fois. Nous ne laisserons aucun répit à Macron. Macron aujourd'hui a été élu avec plus de 57%. Enfin, son gouvernement, ses députés, avec plus de 57% d'abstention. On souhaite bien évidemment que ce soit le point de départ d'une bagarre énorme contre ce gouvernement. Alors, le Front Social, c'est tout simplement proposer le convoi de distribution à celles et ceux qui aujourd'hui en France participent à ce que partout sur notre territoire, il y a des mouvements. Entre 250 et 300 mouvements par jour. Il y a même des jours où c'est impossible à calculer tellement il y a de mouvements qui se créent. Le problème, c'est que ce gouvernement, aidé de certains médias, va dire partout que nous ne sommes pas en capacité de le contrecarrer puisqu'il a une légitimité pleine et entière, que les urnes ont parlé. Sauf que si on regarde le résultat, la réalité n'est pas du tout celle que l'on veut nous faire croire. Il y a plus de 28 millions de Françaises et Français qui ne se sont pas rendus aux urnes. C'est une force qui à la fois vient dire qu'ils ne se sentent pas concernés par ici de la misère. Mais où sont-ils tous les abstentionnistes? Qu'est-ce qu'ils font? On se demande. S'ils ne sont pas allés au bureau de vote, c'est qu'ils voulaient être dans la rue, qu'ils viennent dans la rue. Eh ben, tout le monde a soif, je propose qu'on aille tous à la buvette de l'Assemblée nationale. La buvette est ouverte à l'Assemblée nationale! Bonjour, j'ai fait 60,4, donc il est clair que c'est un bon résultat, mais c'est vrai que la personne qui était candidate pour la France Insoumise n'était pas très connue sur le quartier, je crois qu'il arrive directement de Toulouse, était perçu comme syndicaliste dur, et je crois que la plupart des habitants du 20e n'ont pas eu envie d'être représentés par quelqu'un qui était plutôt de nature à accuser ou à aviver les difficultés que peuvent rencontrer la population plutôt que d'aider à les résoudre. J'ai vraiment le sentiment que depuis le début, tous les appareils, quels qu'ils soient, m'ont expliqué que j'avais plus ma place et que j'avais plus rien à faire dans le 20e. Et je constate qu'à chaque fois, finalement, c'est la base qui a démenti les propos ou les pronostics des appareils. Donc je trouve que c'est plutôt de la démocratie sympathique et vraiment je remercie les habitants. Nous sommes dans une période où on dit qu'on est en plein dégagisme, on dit que les gens veulent avoir de nouvelles têtes. Donc évidemment on ne savait pas du tout comment ils allaient réagir. De plus, évidemment, comme j'avais participé au gouvernement,
il n'arrêtait pas de m'interpeller en disant que j'avais fait des choses pas bien, alors que moi j'ai tendance à penser que sur l'outre-mer, j'avais plutôt fait des choses bien. Puis d'ailleurs, l'outre-mer a continué à voter à gauche. Mais en tout cas, il me semble que c'est quand même positif de voir que l'Assemblée est renouvelée, puisqu'il y avait des gens qui étaient là depuis toujours, de voir que la diversité est entrée en force à l'Assemblée dans tous les partis. Et j'ai un peu le sentiment qu'il y a des évolutions de la société qui sont des évolutions de fond et les partis suivent un peu. Et là, aujourd'hui, avec ce renouvellement, j'espère qu'on aura une image de la députation qui sera un peu différente, mais qui peut-être sera intéressante pour notre pays. Macron, évidemment, je le connais puisque j'ai été quand même 2 ans au gouvernement à ses côtés. Donc il me connaît, il sait que je suis une personne sérieuse. Il sait aussi que je ne suis pas quelqu'un de sectaire et que si il y a des choses positives, je le dirai. S'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je le dirai aussi. Mais j'ai toujours eu cette liberté de parole, donc je pense que je continuerai. La raison pour laquelle je crois que le groupe socialiste sera utile, c'est que nous ne serons pas des imprécateurs. Nous allons travailler et nous allons effectivement essayer de faire en sorte que les réformes soient davantage protectrices et proches de ce qui pour nous est important. Et par conséquent, je pense que c'est comme ça que nous serons plus utiles au peuple que simplement d'arriver en disant qu'on va mettre le feu à l'Assemblée nationale. Ah, c'est vrai que l'Assemblée est un lieu de débat, mais je pense qu'il n'y a aucune autre assemblée en Europe où on passe des semaines entières, des nuits entières, des week-ends entiers à discuter des virgules. Donc je crois qu'il faut que vraiment, en tant que député, on se recentre sur l'essentiel, qu'on ait une position, que c'est une position qui est fouillée, approfondie, et qu'une fois qu'on a dit son mot, ce qu'on a à dire, on le dise, mais c'est pas la peine de répéter et de bavarder des nuits entières à l'Assemblée. Je suis contente de pouvoir continuer mon travail au service des habitants. Champion du monde! Attention, on est dans les starting blocks, on va poursuivre tout de suite, on va poursuivre, ils sont chauds. On les encourage à une clameur s'il vous plaît. Une clameur s'il vous plaît. On est là, le 20e, place de la Réunion. Attention Romain. Romain est dans la place. Romain est sur le dance floor. Ouais. Go Romain, go Romain. Ouais. Yes papi. Attention, les filles n'ont pas dit leur dernier mot. Aya Adama, mademoiselle Aya Adama. Go Aya. Go Aya. Ah là 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 là. Que de talent, Sériel entre en piste. Ouais. Les mains. Go Sériel. Alors, stop ou encore? Il y a encore du freestyle là? Il y a encore du freestyle? Que de talent. Jeu de jambes, jeu de main. Attention. Alors Victor, un ancien élève du cours. Ah mais il a encore des restes, hein. Ouais Victor. Go Victor. Ancien élève, il n'a pas répété. Attention, professeur Abdou. Et notre ami là qui entre en piste aussi. Go Abdou. Aïe. Les élèves et le maître. Go Abdou. Les enfants, on l'applaudit là. Voilà. Des petits claps là, on tape dans les mains. Go.
go, 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 go. Très bien, bravo les enfants. On les applaudit. On les applaudit. Ok, si vous voulez prendre des cours vous aussi, renseignez-vous auprès de l'association Benkadi. Bon, c'est les petits jeunes du quartier qui viennent, ils veulent apprendre la danse hip-hop. Et voilà, on les voit, ils sont là, ils sont à fond. Et c'est ce qu'on aime. Ciao, Télévocal. On est bien, C'est l'association Benkadi. L'association Benkadi a fait ma 20, l'association des femmes et des familles africaines dans le 20e. Soliba, ça normalement c'est pour la circoncision. Ba ça veut dire gros. Comme l'instrument il s'appelle Dunun, mais comme il est gros c'est le Dunumba. Et là on a joué Soliba, donc c'est le gros Soli. Donc là les anciens ont attendu que l'étoile Lolo se présente dans le ciel. Donc quand l'étoile se présente dans le ciel, il va y avoir des bonnes récoltes dans les 7 ans à venir. Ils pourront bien nourrir les enfants qui se font circoncire. Voilà. Donc maintenant... Faites des enfants maintenant. Voilà, on n'a plus qu'à. Merci à tous, merci à tous. Alors, j'espère que ça vous plaît. J'entends pas. Ah, c'est mieux. Bon, on va continuer avec une belle danse, un zonaradico. Zone en grec, ça veut dire la ceinture.
Normalement, c'est une danse qui se danse en tenant la ceinture de son partenaire. Mais bon, comme il fait chaud, on a surtout des jupes et des shorts et pas de ceinture. Du coup, on va faire sans. Voilà. C'est le groupe Cosmopolitevich. Eh oui. C'est une nouvelle aventure qui commence, j'espère. Donc là, c'est la casquette Paris Est Village, site internet d'information locale et participative sur l'Est parisien. Moi, je le connais du Beaujolais parce qu'il a une maison dans le Beaujolais et qui nous avait dit que l'année dernière, c'était la fin. Voilà. Et là, il m'a envoyé un texto en me disant « Bah non, on continue ». Voilà. Et il a l'air content et nous, on est très contents aussi. On a deux frangins, un groupe qui s'appelle In The Can, c'est des franco-canadiens, c'est du pop rock folk. Ils sont deux, t'as l'impression qu'ils sont quatre. Franchement, ils sont au niveau des meilleurs et ils ont 25 ans les gars. Inside, we got no time to talk about the future. We only got the time to see when we're messed up. How about now? All the damages we've caused, we've tried to grab the apple and then we laugh and say I'm right, say I'm wrong. But think about the things you did all throughout. But think about the things you did all throughout your life. Corrupted by ambition, from nothing you have trust, you're gonna leave the station. Now we better clean the world, we better clean it now, we better think about our children. Bonsoir à tous, bonsoir. Rue à l'étranger, une rue que t'es pas chez toi, une rue que tu découvres. Celle-là, je l'aime bien. Mais la surprise de voir qu'est-ce qui caractérise une rue, pourquoi celle-là est différente des autres. Ah oui, il y a la rue d'Autun, qui est la rue parallèle à celle-ci, qui donne sur la rue de la Citadelle en fait. Ça fait rêver. Là, par le sol, non. Je marche et puis c'est tout. Et les gens ils vont acheter leurs croissants
pâtisserie d'en face pour aller manger chez le bistrotier, boire le café chez le bistrotier d'à côté. Le bistrotier toujours de 6h30 à 15h. Et le bistrotier, 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 le bistrotier. Puis après ils ont rigolé, ils ont fait... on pose plein de questions en fait. Par exemple, d'où ils viennent, quelle est leur langue, pourquoi ils parlent comme ça aussi.
j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils ont bien exploité les lieux. C'est hyper sympa d'avoir les gens qui sont en face, à côté. On a besoin d'une rue, théoriquement avec deux façades. Là, il s'avère que c'est différent et finalement, on en a joué, c'est pas bloqué. On peut voir à travers. Ça a été pensé comme ça en tout cas. Et après, le rapport avec les batteurs, moi ce qui m'intéressait, c'était pas qu'on soit tous au même niveau et qu'on aille plus dans une interaction de jeu entre nous, de bande de gamins. Et pas qu'ils dansent, mais quand ça soit des situations urbaines de gamins, de groupes. Et venir aussi convoquer le public, c'est-à-dire l'amener à être dans une rue avec nous, qui se sentent concernés. On a surtout travaillé sur les souvenirs d'enfance, d'adolescence, et aussi quand on est adulte avec des amis, des groupes, bah oui, il y a des conflits, il y a des rapports de tension, mais il y a aussi de la joie, et du coup il y a une alternance entre tout ça. Ça, on a voulu vraiment passer d'une situation à l'autre, vraiment comme dans un jeu en fait. Les enfants, ils switchent d'un jeu à l'autre. On a beaucoup parlé du groupe et de la bande et comment on peut être très soudés avec des potes en mode adolescent ou jeune adulte ou que des amis que tu vois même plus que tes parents, plus que et tu as fait les 400 coups avec. J'ai trouvé que on s'y attendait pas du tout à ce qu'ils sortent du public et aussi j'ai trouvé que c'était très émouvant. Et puis je trouve qu'il y a une cohérence entre tous les moments comme ça de relations de groupe un peu surprenantes, un peu qui changent très vite, et la bande son aussi qui est vachement bien. J'aime bien le démarrage de la séquence qui est toujours faite de attirance-répulsion. C'est très bien, très vivant et ouais, j'ai tout aimé dans ce spectacle. Et c'était vraiment, après c'est parce que c'est ma fille, mais c'est vraiment agréable qu'ils intègrent des personnes du public pour participer au spectacle. C'est ça. C'était peur. LGBTI et on est là pour tous les droits des peuples sur la planète, donc c'est pour ça que j'ai mis Occupy, parce qu'Occupy c'est un mouvement de révolte de tous les peuples pour de vraies démocraties. C'est la première fois que je viens, d'habitude je bosse tout le temps, alors aujourd'hui je me suis poudré le nez pour me confondre dans la masse. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir été élevé par ma maman qui m'a beaucoup manqué. D'accord. Et que je l'ai construit en moi-même, mais que ça n'empêche que ça ne remplace pas la réalité et qu'on reste toujours le même, un homme d'abord. Je suis marié, hein. J'ai des enfants. Hein. C'est une question de genre, donc d'identité de genre. De est-ce que je me sens femme, est-ce que je me sens homme, est-ce que je me sens quelque chose d'autre, est-ce que je me sens aucun des deux. Là, ça doit être un petit peu plus difficile. Bon, de pas trop savoir si on est homme, si on est femme. Mon père s'imagine que je suis bisexuel, mais c'est pas pareil. Alors, pour être resté très longtemps dans le placard, on se fait un monde et c'est bien plus facile en fait de se foutre du regard des gens. Et on vit tellement plus heureux. Il a eu une période où c'était quand même beaucoup plus ouvert. Actuellement, c'est difficile. C'est ce que constate SOS Homophobie dans son rapport. Hein. C'est ça qui a tendance à augmenter. C'est les gens qui se lâchent lâchement sur le net. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, les gens se permettent plus de s'exprimer. Avant, on n'avait pas ce moyen-là, donc on n'entendait pas forcément, on savait que ça existait. Maintenant, oui, mais bon. Mariage pour tous a fait régresser l'évolution qu'il y avait avant. C'est le cas de mon amie représentante de l'Association nationale transgenre au CA du centre LGBT, qui s'est tout de même fait cogner il y a 2 mois et demi. On est assez protégé, mais dans certains pays, on meurt, on est assassiné pour ça. C'était dans le Marais. Le lieu protégé. Le mariage pour tous, c'est vrai que ça a encore ravivé cette flamme de différence, mais non, je pense qu'il faut continuer le combat. Tu vas être fier d'Elisabeth aujourd'hui, la reine d'Angleterre, qui vient de décréter que plus aucun chef d'État étranger ne sera accepté sur son sol s'il a des lois anti-gays et pénalisées
Macron, on en pense quoi? On est fiers d'être ce qu'on est, voilà, pour tout le monde. Il faut l'accepter pour soi-même et il faut l'accepter dans la relation aux autres. C'est ça le plus important. Qu'on soit gay, hétéro, on doit être fier de ce qu'on est surtout. Toujours fier, toute l'année. Et puis moi j'ai fait mon coming out il y a presque 14 ans, donc les mentalités elles étaient vraiment très arriérées et du coup ça a été compliqué comme beaucoup. Il y a une association qui s'appelle Le Refuge qui les aide beaucoup et c'est vraiment bien. C'est quelque chose que j'ai toujours remarqué, que j'ai toujours fait, je suis un peu différent et du coup j'avais des amis qui étaient non-binaires et donc du coup j'ai compris que moi aussi. Ma mère rêverait d'être avec moi aujourd'hui. Ouais. Non, il n'y a que ma grand-mère qui a un petit peu de soucis, mais c'est pas grave. Les gens non-binaires, c'est des gens qui ne s'identifient pas homme ou femme. C'est une question de genre et pas d'identité sexuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident à cause de ça et c'est horrible, mais non, moi ça allait personnellement, j'ai pas eu de soucis, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que tu le sais de base et le problème c'est juste essayer de le comprendre. Il y a un temps d'adaptation. Une fois qu'on l'a compris et qu'on l'a accepté, c'est du bonheur. Je suis homosexuel et fier d'y être et pour rien au monde je vais être hétéro. Ma mère, quand je lui en ai... Alors j'en ai pas parlé, je lui ai présenté mon mec directement. Et elle m'a dit, mais mon chéri, je sais que tu es homosexuel depuis que tu as 3 ans. Sauf que moi je le savais pas. C'est tout un package évidemment, donc la société patriarcale qui évidemment renforce les stéréotypes hommes-femmes et donc les gens qui ne font pas partie de ces deux catégories se retrouvent un peu perdus. Ça a tendance à s'améliorer mais globalement il y a encore pas mal de boulot. Et voilà, et notamment en cette période avec tout ce qui se passe en Tchétchénie et tout ça, je pense que c'est d'autant plus important de participer aujourd'hui. Il y a aussi peut-être maintenant un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est l'affluence des religions. Ici avec un certain nombre donc, de scouts, ça c'est un foulard scout que j'ai autour du cou pour dire que le scoutisme est ouvert à tous et s'il peut exister des mouvements scouts qu'on pourrait qualifier de réactionnaires, ça reste une minorité. Gros, gay, gros, mince, et il y a toujours les gens qui vont critiquer, qui vont pas aimer. On peut pas plaire à tout le monde et il faut juste être bien soi-même. Je pense que tout le monde a le droit de vivre de la façon qu'ils veulent. Bon, j'ai des enfants, j'ai des enfants et des petits-enfants, ils feront ce qu'ils veulent. Il faut respecter le droit de chaque personne. Dès le moment que c'est leur choix, tant mieux. Dans la continuité du mariage pour tous, si la PMA, sur la question de la PMA, on peut avancer dans les 2-3 ans qui viennent. Ça serait une bonne chose. Le changement sur les pièces d'identité, dans un premier temps de donner l'option pour un troisième genre, un genre neutre, et plus tard enlever la catégorie sexe de la pièce d'identité. Merci. On va gagner, mais on va gagner parce qu'on y croit. Qu'il faut pas se battre, il faut toujours se battre et jamais s'arrêter.